Bonsoir tout le monde. Bienvenue, je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci d'être là et merci à Algolia aussi de nous accueillir. Je me présente très rapidement, je m'appelle Jordan, je suis le fondateur de The Design Crew. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Design Crew, c'est une formation au product design sur 8 samedis consécutifs, au cours de laquelle vous venez approfondir vos connaissances auprès de mentors, qui sont les designers des plus belles boîtes tech, comme Adobe, Alan, Algolia, Doctolib, Drivey ou encore Itch. En plus de la formation, on organise des meet-ups comme vous le savez, et le thème du soir, c'est donc le branding. Pour ça, on a la chance d'avoir Sébastien, qui est Creative Director chez Algolia, et Loïc, qui est Head of Design chez Malte. Et pour ça, donc, on a structuré le talk en 3 parties. La première partie, c'est la phase amont, donc avant la conception du branding, où là, on va parler de à quel moment, à quel stade de l'entreprise c'est indispensable d'avoir un vrai branding. Quelles sont les bonnes questions à se poser, comment faire pour justement avoir l'appui des stakeholders pour démarrer un peu ce travail. Ensuite, on va avoir la phase du pendant. Donc, pareil, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de démarrer, quelles sont les étapes à ne pas négliger, quelles sont les erreurs à éviter par rapport toujours aux expériences de Sébastien et de Loïc. Et enfin, la phase aval, donc après la création du branding. C'est bien de créer son branding, mais c'est aussi encore plus difficile de le faire vivre. Donc, on va voir comment le diffuser aussi bien en interne qu'en externe. OK ? Au niveau du format, très rapidement, le but c'est que ce soit le plus convivial, le plus interactif et le plus dynamique possible. Donc entre chaque question, je vous donnerai ce petit micro qui est là, c'est une box que vous pourrez vous jeter à la figure. Et en gros, le but c'est que vous puissiez répondre si jamais vous voulez avoir une réponse, une précision, poser une autre question, donc n'hésitez pas à prendre la parole. OK ? Du coup, Sébastien, donc je te passerai le micro après. Sébastien, Loïc, merci d'être avec nous. Pour démarrer, je vous propose de rapidement vous présenter un petit peu votre parcours et aussi quelle place occupe aujourd'hui le branding dans vos jobs respectifs. Je vais commencer. Merci du coup pour l'introduction, Jordan. Merci à tous, bonsoir. Moi, du coup, ça fait à peu près 10 ans, 11 ans que je bosse dans le digital. Je commence en start-up, donc j'ai été formé et baigné, j'ai été un peu élevé par des loups, donc par des ingés, des devs, beaucoup au début. Là, ça fait 4 ans que je suis chez Malte. Donc j'ai créé l'identité de Malte au départ, la première identité qui s'appelait Upwork, pour après recréer la nouvelle identité Malte. J'ai été 5 ans freelance. Voilà, j'ai bossé pour pas mal de startups. J'ai du coup créé l'identité de Doctolib, t'en parlais tout à l'heure. J'ai bossé pour lesfuret.com. Voilà, j'ai bossé pour plein de petites boîtes comme ça, Air France, etc. Voilà quoi. Et là, dans mon job, je suis pas très gymnaste. Je suis pas très, je suis pas très à l'aise avec mes jambes en gymnastique, mais je fais un grand écart de ma boule en fait depuis un moment. Puisqu'en fait, moi je suis rentré chez Malte en fait parce que j'avais cette double casquette un peu DA et product designer. Donc maintenant en fait j'assume les deux. Donc en gros on va dire que dans mon quotidien j'ai on va dire 70% de mon temps sur la partie produit et j'ai 30% maintenant de mon temps sur la partie DA. C'est pas forcément un chiffre qui parle, mais je veux dire en tout cas c'est un fait chez nous. Donc voilà. Et on est justement à un moment où on recherche à bien sectoriser les choses, à recruter un vrai creative director, etc. Enfin, un vrai, entre guillemets, quelqu'un qui... Je suis un faux creative director, je suis un imposteur depuis des années. Donc voilà, on en est pour le moment. Donc voilà comment c'est charpenté chez Malte. Très bien. Eh bien, merci, puisque tout le monde se dit merci pour commencer. Donc merci. Ouais, Sébastien, donc je suis Creative Director chez Algolia aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est que je suis en fait le manager de l'équipe Brand Design. On y reviendra plus tard sur comment organiser le design chez Algolia. Au niveau de mon parcours, moi, je suis plus issu de la pub, vraiment à la base. J'ai fait une école de pub, puis ensuite j'ai travaillé dans des agences, donc des connus comme Publicis, des moins connus comme Les Gros Mots, mais sur des clients qui sont connus. J'ai fait un petit peu de tout, de la food pour Pizza Hut, j'ai travaillé pour Renault Trucks, les Restos du Cœur, Babyliss, Le Puy du Fou. Ça m'a fait faire un grand écart, moi aussi, entre différents univers de marques, différentes industries. Suite à quoi j'ai décidé de m'éloigner un petit peu du monde de la publicité puisqu'il a les travers qu'on peut lui connaître ou en tout cas en imaginer. Et c'est à ce moment-là que le web commençait à vraiment émerger. Donc là, j'ai monté une agence web avec un copain. À l'époque, les buzzwords, c'était pas design system, c'était responsive. Vous voyez à quelle étape où on en était à peu près.
Et du coup, j'ai appris un petit peu via le web ce que ça voulait dire que de créer non seulement un site web, mais aussi une marque en fait online. Et puis petit à petit, je suis devenu freelance aussi, et c'est là que je me suis plus spécialisé côté image de marque, parce que c'est ce qui me plaisait, que je trouvais assez intéressant. C'était assez impalpable, il n'y avait pas beaucoup de littérature sur le sujet, et du coup, on créait un petit peu l'industrie qui n'existait pas vraiment. On faisait de notre mieux en se référant à des grandes marques, donc des choses complètement incomparables, quoi. Et puis après, voilà, je suis arrivé chez Algolia au début en tant que creative designer, qui est un terme qui veut un peu tout et rien dire. Puis maintenant, je suis creative director, donc c'est pareil. Voilà, en gros. C'est très clair. Du coup, pour démarrer la discussion et un peu cadrer aussi la suite du talk, je pense que ça vaut le coup de prendre un tout petit peu de temps pour bien redéfinir ce que c'est que le branding. Parce que souvent, c'est attribué uniquement au logo ou à la charte graphique, alors qu'en théorie, en réalité, ça va beaucoup plus loin. Du coup, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre définition et votre vision du branding et tout ce que ça englobe? Tu veux commencer? Non, vas-y. Okay. En fait, pour moi, en fait, le branding, c'est un peu l'ADN, quoi. C'est un peu l'ambassadeur, quoi, le porte-drapeau d'une identité, d'un service, quoi, d'une marque. Évidemment, ouais, c'est pas que un logo, c'est pas qu'une charte graphique, ça va bien au-delà de ça. Il faut du coup, je pense, considérer la brand comme quelque chose de plus global qui concerne des valeurs de boîte, qui concerne du coup un nom certainement, parce que du coup nous finalement le rebranding qu'on a fait chez Malte, c'était un naming et puis un rebranding de charte. Donc du coup on a créé le logo aussi. Donc on a fait les 2 étapes. Donc du coup voilà, pour moi c'est un peu ça, et puis c'est aussi bercé. C'est un peu bercé et entouré par un tone and voice qui est du coup chez nous créé par une brand manager. Qui était tiré d'une plateforme de marque. Donc on a été chercher un peu la sève, l'essence même en fait de la marque pour en tirer des valeurs, comme il y a ici par exemple le care, le candor, etc. Donc voilà, pour moi c'est un peu ça, et puis c'est un peu, alors c'est propre à nous, mais c'est plus de l'authenticité aussi. L'idée d'incarner même en fait un public, des utilisateurs chez nous, en fait c'est hyper important en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on crée nous-mêmes notre banque d'images, et on n'a jamais été chercher de banque d'images. Ça prend du temps, mais en tout cas c'est une manière avec des freelances. Voilà, puis il y avait une citation, alors évidemment j'ai regardé hier, je la sors pas de ma tête comme ça, mais un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphane Sagmaster, qui disait, qui a créé du coup l'identité de Meetup il y a quelques années, qui disait qu'en fait si t'es authentique, t'es honnête, et je trouve que ça résume assez bien en fait, je trouve la marque en fait, il y a du calcul, ça se charpente, ça se fait pas en 3 jours. Mais voilà, quoi. Il y a un rapport, je trouve, à l'authenticité, je trouve assez intéressant. En tout cas, chez Malte. Voilà, à peu près la définition que j'en aurais, moi. J'irais dans ton sens là-dessus, effectivement. C'est quelque chose que je répète souvent, et les élèves du Design Crew le savent parce que je leur ai dit aussi. Trop souvent, quand on crée un logo, une marque, on pense trop à ce qu'on fait, alors qu'en fait, il faut penser qui on est. C'est ça qui vous permettra de vraiment vous différencier sur un marché. Parce que la marque, c'est dans le nom. Marque, en fait, à la base, les premières marques, c'était des marques au fer rouge qu'on faisait sur le troupeau, sur le cul des bestiaux, pour être sûr qu'on distinguait ces bêtes des autres. Puis après, ça a été étendu à l'industrie. Puis aujourd'hui, on est dans un domaine où il y a tellement d'entreprises qu'une marque, c'est plus seulement pour identifier des biens comme une étiquette, c'est autre chose. C'est porteur d'un concept, c'est porteur d'un message. Une marque, c'est partout. C'est pas seulement dans le design. C'est vraiment votre produit fait partie de la marque, vos employés font partie de la marque. Toute interaction qu'une personne a avec votre entreprise, c'est ça la marque. La marque, elle est chez vous, mais elle est aussi et principalement dans la tête des consommateurs, en fait. C'est quelque chose d'assez immatériel. Ça va bien au-delà que juste les représentations visuelles qu'on en fait. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est citez-moi une marque connue. Alors il y en a 3 qui ressortent, Apple, Nike ou Coca, quoi. Ouais, Malte aussi, ouais. Ça vient après. Ça, c'est des très grandes marques. C'est d'ailleurs des modèles qu'il ne faut pas toujours répliquer parce que ça ne peut pas être adapté à qui vous êtes, donc auquel cas vous n'êtes pas honnête, comme l'a dit Loïc.
Mais toutes ces marques-là, elles ont aussi en commun qu'elles sont pleines de composantes différentes. Apple, c'est Apple parce que ça coûte super cher. Demain, vous achèteriez votre MacBook 500 $, ben, on n'aurait pas la même perception d'une marque premium, quoi. Ils auraient beau avoir leur coque en acier brossé unibody, si c'est disponible en magasin à 500 €, ça n'a pas la même valeur perçue que si ça coûte 3000 balles. Parce que ça a une certaine connotation que de faire un tel investissement dans un produit comme ça. Donc, il est automatiquement valorisé dans les esprits. C'est tout ça la marque. C'est vraiment, voilà, moi ce que je dirais, si je devais résumer en un mot, c'est une relation qu'il y a entre le marché, les consommateurs, les utilisateurs, peu importe comment vous les appelez, et votre entreprise. C'est beau. Du coup, on entend beaucoup parler de product design, beaucoup moins de brand design. Je pense que c'est dommage parce que, à mon sens, c'est tout aussi important. C'est très compliqué de bâtir un bon produit sur une identité qui n'est pas suffisamment solide ou pas suffisamment cohérente. Et c'est souvent délaissé par les entreprises, surtout au début. Du coup, à quel moment de la vie d'une boîte c'est indispensable d'avoir un vrai branding? Et est-ce qu'il y a des signes annonciateurs qui font qu'il faut se pencher là-dessus? Bah, là-dessus, j'aurais tendance à dire le plus tôt possible. Même dans certains cas, avant même de mettre son produit sur le marché, de s'être assuré de la faisabilité du projet ou quoi, ça peut être intéressant d'avoir sa marque déjà présente. Puisque, en fait, il faut se demander ce qu'on va en faire de la marque. Donc, moi, je dirais le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. Après, il faut voir ce qu'on en tire. Si on est quelqu'un, qu'on a un projet qui est ambitieux et donc on a besoin de lever des fonds très rapidement, la marque peut être utile dans ce cas-là. Si on vient de lancer son activité business et qu'on veut commencer à développer son activité, la marque est aussi utile dans ce cas-là, puisqu'elle va crédibiliser votre démarche. Si ensuite vous êtes une entreprise, on va dire, bien établie sur un marché qui est hautement concurrentiel, là encore, la marque peut vous aider à vous différencier face à ces concurrents-là, et donc avoir plus de mindshare, de présence dans l'esprit des gens, et donc plus potentiellement de parts de marché. Donc, je dirais qu'à chaque moment de la vie d'une entreprise, la marque est importante, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Ouais. Ouais. Non, Ouais. je valide. Bah, clairement, il y a des marques qui jouent le jeu en se disant que c'est un levier marketing fort et voilà, qui active le levier rebranding pour rebalancer un peu du juice. Et ouais, c'est sûr que des fois, ça se passe comme ça. J'en parlais il y a 5 minutes, en fait, de Dropbox qui avait fait ça justement, qui a, je pense, clairement repassé un cap qui était déjà assez connu. C'est une marque mondialement connue. Mais voilà, ils ont remis un petit coup de booster. Moi, il y a d'une manière un peu plus factuelle, je pense qu'il y a des enjeux. Alors, du coup, chez Malte, parce que c'est plutôt retour d'expérience, chez Malte, en fait, il y a des problématiques d'internationalisation, tout simplement. Enfin, en gros, on avait un nom avant, Hopwork, c'était compliqué. On a lancé le marché espagnol. Donc, imaginez bien la galère pour les account managers espagnols de prononcer Hopwork. Et donc, du coup, on voulait sortir de ça et aller à l'international avec un nom qui soit un peu plus simple à prononcer et puis une identité aussi qui soit un peu plus moderne finalement, un peu plus transverse à tous les pays. Donc il y avait ça et puis il y a aussi des enjeux, je pense, liés à la hiérarchisation de marque un peu. Nous, en fait, on a créé du coup un CRM. On utilise maintenant un logiciel qui s'appelle un FMS, donc c'est un Freelance Manager System qui permet aux grands comptes, aux grands groupes d'utiliser, de manager les missions avec leurs freelance, etc. On a des offres, les offres que vous avez, que vous vendez auprès de vos clients, etc. Donc tout ça fait que c'est un peu compliqué, c'est un peu le bordel, on ne sait pas trop. Donc du coup, recréer une marque, ça permet aussi de remettre un peu les choses à plat. Et, alors, ça ne corrige pas tout, mais en tout cas, ça permet de remettre un peu les choses à plat. Et puis, et voilà. Après, je dirais aussi que des fois, c'est aussi lié. Alors, je parlais des valeurs tout à l'heure, ça me tient pas mal à cœur, mais je pense que c'est bien aussi de créer un rebranding pour de l'interne. Alors, c'est pas une raison suffisante, mais je trouve que c'est un vrai vecteur ça fédère pas mal en fait finalement les personnes dans la boîte. Ça permet de remettre les valeurs aussi à zéro, de concerner un peu tout le monde, de concerner tous les secteurs, de voir si la marque finalement elle n'est pas en décalage avec, je sais pas, le produit en lui-même ou le service marketing, tout ça.
Donc du coup, je trouve que c'est une manière aussi de recréer son identité de marque. Et puis voilà, et puis peut-être aussi par audace aussi, c'est bien aussi de temps en temps faire un peu d'audace et puis de se dire bon, bah, c'est pourquoi pas on ferait un petit rebranding. Alors évidemment, tu t'en parlais tout à l'heure, enfin, une fois que c'est fait, c'est compliqué. Enfin, quand tu as une certaine notoriété, c'est un peu plus complexe enfin, compliqué plutôt, pardon, de faire un rebranding. Mais parfois, c'est bien aussi de vouloir aller un peu plus vite et d'être un peu avant-gardiste, on va dire, quoi. Peu de marques arrivent à le faire, je pense, mais ça peut être une des raisons, quoi. En effet, ouais. Tu mentionnais le retour d'expérience aussi, donc je vais vous dire, nous, comment ça s'est passé un petit peu les différents rebrandings qu'on a fait chez Algolia. Il y a 3 ans à peu près, il y a eu un premier rebranding qui a été fait. Donc, ça a été. À l'époque, il y avait des supports de communication visuelle, il y avait des initiatives qui étaient prises un petit peu par-ci, par-là. C'était très efficace, mais ça manquait de cohérence globale. Donc, ça a été la première chose qu'on a faite, c'est de réunifier en fait tous ces supports de communication via une nouvelle charte graphique finalement. On a un petit peu adapté le logo, mais sans trop le changer dramatiquement. Et on s'est inscrit sur un marché à ce moment-là. Donc à l'époque, on avait des codes graphiques qui étaient différents de ceux qu'on a maintenant. On avait des gros gradients, plein de couleurs, des choses comme ça, parce qu'on envoyait le message fort, ok, on est milieu startup web, on est dans la tech, on est là, on vient se placer derrière Stripe. C'était vraiment ce qu'on faisait à l'époque. Donc on est venu s'inscrire sur un marché grâce au branding. Et unifier tous les supports de communication. Ça, c'est super important. Un des points clés dans la communication de marque, c'est d'être cohérent. Toujours cohérent, puisque qui dit cohérence visuelle dit répétition. Ça, c'est quelque chose que je martèle tout le temps aussi. Qui dit répétition dit familiarité, et qui dit familiarité dit confiance. Donc, si vos supports de communication sont cohérents, alors vous avez la confiance du public. Il n'y a rien de pire que de cliquer sur un super beau CTA, un super beau post sur un réseau social et d'arriver sur un site qui est tout pourri, quoi. On se dit, oh là, déjà, on s'est foutu de ma gueule avec un clickbait. Et là, j'arrive sur ce truc-là, putain, ça fait pas pro, rien. Donc là, on perd la confiance. Donc la cohérence de bout en bout de la chaîne est super importante. Le deuxième rebranding qu'on a fait, c'était il y a 1 an maintenant. Alors on parle de rebranding, je dirais que c'est plus des rafraîchissements de marque que des vrais rebrandings parce qu'on ne fait pas des virages à 180. Et là, ça a été donc de sortir du côté jeune boîte startup, parce que comme Algolia, c'est une boîte qui grossit très vite, on avait besoin d'exprimer qu'on devenait une entreprise quand même plus sérieuse, plus structurée. Et puis comme on allait à la chasse de plus gros clients, il fallait qu'on soit perçu comme un petit peu plus corporate. Et à ce moment-là, on a choisi de virer les gradients et de partir donc, en termes très concrets, voilà, nouvelle fonte, des couleurs plus épurées. On a focalisé sur un seul bleu. Et là, en fait, on était beaucoup plus sérieux et on pouvait amorcer une deuxième phase en termes de business à ce moment-là. Donc le branding, là en l'occurrence, toi tu en parlais comme moteur, parce que c'est vrai, c'est une très belle opportunité de communication que de faire un rebranding. Mais sinon, c'est quelque chose qui accompagne l'entreprise tout au long de sa vie. C'est pas du one shot, parce que souvent en fait c'est la phase émergée de l'iceberg. On voit une boîte quand elle fait son rebranding, alors là on fait des actions comme dans tous les sens. Vous avez vu Staples là qui release son nouveau logo, ils ont juste tourné le truc, les gens crient dans la foule et tout. Donc là c'est le moment où un rebranding fait du bruit, mais après en fait un branding c'est sur le long terme, ça accompagne l'entreprise. Donc c'est aussi en ces termes-là qu'on essaie de le penser, de toujours être adapté au business et à la manière dont il est mené, quoi. Qui on est, encore une fois. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'étais d'accord. Je suis content. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui vient de se dire? Quelqu'un qui veut Qui est rajouter prêt à quelque se chose ou prendre qui veut avoir une question? la box dans la tête là? Personne? Non? Non. Oui. C'est là où on passe sur le grill là, normalement. Ok, et du coup c'est un micro. Ah oui. C'est un micro, ouais. Ok, du coup j'ai 2 questions. Parce que vous parliez des valeurs d'entreprise, mais du coup, à quel point, là c'est dans le milieu B2B, mais du coup, à quel point les valeurs d'une entreprise interne se coïncident, je sais pas comment dire, aux valeurs qui sont communiquées par la marque.
Et la deuxième question... Non mais c'est bon, allez-y, et ensuite je poserai la deuxième. C'est gentil, merci. Vaste question. Ouais, cette question. Moi, Alors nous, déjà, on a eu un moyen très concret de faire la connexion entre les deux. C'est qu'on a établi ce qu'on appelle des design principles. Donc les design principles, c'est des principes de design qui sont avant même la charte, avant même le design system, qui ne sont pas corrélés à des choses forcément graphiques et techniques, mais plus à une manière d'aborder le travail en tant que designer. Donc nous, nos 5 valeurs, c'est Grit, Trust, Care, Candor, Humility. Et derrière chacune de ces valeurs, on a mis des réalités de comment... Et on a un fichier que je pourrais partager avec grand plaisir, où on a verbalement écrit les... alors, je sais pas, je dirais les 10 commandements. Il n'y en a pas 10, je ne sais plus exactement, mais du designer. Et notamment Humility, donc l'humilité en français. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que designer? Ça veut dire que on n'en fait pas des caisses. On n'essaye pas d'être séducteur, mais plutôt de démontrer une réalité produite, de démontrer une vraie problématique. On a parlé de Care aussi, ou de Candor, qui est la franchise. Voilà, la franchise, notamment, c'est en tant que designer, on préférera montrer une capture d'écran de la vraie interface plutôt que de la redessiner. C'est des choses comme ça. C'est l'honnêteté au travers du design. Donc, c'est des points de détail, mais qui font que, au moins, on est honnête, on est en adéquation avec qui est la boîte lorsque on envisage le travail en tant que designer. Là, c'est vraiment côté design. Après, le reste des valeurs, comme je le disais, la marque, c'est pas que le visuel, c'est tout le reste. Et ça, il faut que les employés soient vraiment convaincus et porteurs de ces valeurs-là. Et ça fait une énorme différence. Demain, si on a des commerciaux qui incarnent ces valeurs-là, et la marque Algolia sera aussi beaucoup représentée par ça. On ne veut pas des mecs qui soient show-off et qui se la pètent à fond et qui baratinent le client, par exemple, parce que, encore une fois, on parle d'honnêteté. Et ça passe aussi par ça. C'est anecdotique vu comme ça, mais hyper important en fait, d'autant plus qu'en marque, comme dans plein de domaines, on n'a pas plusieurs chances de faire une bonne première impression, et souvent la première impression, c'est le commercial qui l'a fait. Donc c'est aussi par là que ça passe. Ouais, c'est un peu. Nous, quand on a monté le nouveau nom et la nouvelle marque, on a du coup aussi créé une identité de marque. Donc, on a le Care, comme toutes les boîtes, en même temps que vous. Et on a défini des valeurs aussi. En fait, je ne sais pas s'il y a une vraie règle finalement. Tu vois, en gros, on a quelques valeurs qui sont liées à nous avec le monde du freelancing, par exemple. Donc, on a l'autonomie. L'autonomie, pourquoi? Parce que, alors j'essaie d'expliquer en racontant un peu l'histoire. L'autonomie, parce que Malte a été créé, cofondé en tout cas par 2 freelances de métier, donc de cœur, on va dire, et donc ils étaient freelance depuis un moment, et cette autonomie, en fait, elle est restée dans la boîte. En gros, on fait beaucoup de remote, il n'y a pas de flicage. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, on s'interdit pas de recruter des personnes qui sont pas forcément on site, etc. Donc du coup, c'était clair que pour nous, en fait, l'autonomie, c'était quelque chose qui représentait l'équipe, quoi. Il fallait qu'on ait des gens qui soient un peu comme nous, quoi, autonomes. Et du coup, finalement, le freelancing, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est aussi, ça représente aussi un peu l'autonomie. L'autonomie représente un petit peu une partie du freelancing. Donc ça coulait de source, quoi. Après, les autres valeurs qu'on avait et la manière... je pense qu'il y a quand même deux... en fait, c'est un peu deux trains qui avancent en même temps, quoi. T'as le train en fait de la marque en fait que tu vas diffuser à l'extérieur. Puis tu as ce qu'on appelle la marque entreprise où du coup là tu discutes beaucoup avec des talent managers, des RH où là du coup tu réfléchis à comment en fait attirer les personnes dans ta boîte. Déjà, donc comment attirer des bons profils, des gens qui correspondent à peu près aux autres personnes, et comment les faire rester aussi après. Donc du coup, tout ça, c'est un langage et c'est une manière de vivre, une manière d'être, quoi. Et donc je pense, pour moi, ça, c'est une partie en fait de la marque. Donc quand on construit la marque, en tout cas nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on essaie de faire. Rien n'est parfait, mais quand on construit la marque, on essaie de penser à l'interne. Et parallèlement à ça, du coup, il y a tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'externe. Et là, évidemment, tu es un peu plus, on va pas se le cacher, tu es un peu plus marketing, tu enrobes un peu plus les choses. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas les mêmes supports de com. Donc,
nous, en tout cas, c'est pas commun. Enfin, ce serait mentir que de dire ouais, on a exactement les mêmes valeurs que les gens qui vont chercher des free sur Malte ou que les free. Enfin, voilà, on est tous un peu différents. Mais on essaie quand même d'avoir des troncs communs pour ne pas être trop éloignés l'un de l'autre, quoi, des deux marques, quoi. Voilà, un peu comme c'est fait chez Malte, quoi. Oui, du coup, la deuxième question. Vous parlez là pas mal de marques B2B. Du coup, c'est juste, pour vous, c'est quoi la différence sur le brand design entre le B2C et le B2B? Bonne question. Ouais. Vas-y. Ouais, je suis chaud là, je suis inspiré. En fait, encore une fois, nous, l'avantage qu'on a en fait chez Malte, c'est que on s'adresse à deux publics. On s'adresse à un public client, donc vraiment des personnes qui vont aller chercher des free. Donc là, on est vraiment en mode B2B. Enfin, donc effectivement, là, il y a une communication spécifique. Et à côté, en fait, on a les freelances. Et en fait, la manière dont on essaye de s'adresser en fait au public freelance, elle s'assimile davantage s'apparente davantage à un dialogue un peu B2C. Donc du coup, la communication, elle est pas la même que chez les clients. Donc c'est un peu plus décomplexé, j'ai envie de dire. On s'adresse d'une manière un peu différente. Des fois, il y a du tutoiement. Des fois, il y a des visuels. On se permet des choses un peu plus folichonne, on va dire, graphiquement, moins austère, même si on essaie de sortir absolument de l'austérité auprès des clients. Donc, en tout cas, chez nous, ça se passe comme ça. Quand on avait commencé à bosser avec Doctolib, au tout début, ils étaient vraiment en mode, vas-y, on lance une plateforme pour tous les gens qui veulent, trouver des rendez-vous médicaux, des médecins, pardon, assez facilement. Et très vite, en fait, ils se sont aussi dit, bah, finalement, c'est quand même très médecin, très B2B, le truc. Mais en fait, le départ, donc c'est la seule expérience que j'avais côté B2C, vraiment, enfin, ce côté vraiment, on s'adresse à des patients. C'était la même chose, quoi. Il y avait un côté un peu plus décomplexé, on essayait d'avoir un ton un peu différent, un peu moins formel, etc. Après, voilà, j'ai pas d'autres références vraiment à la matière sur le B2C, donc je préfère pas trop m'étaler sur le sujet, mais je pense qu'en tout cas, c'est assez différent, quoi. Tu as des choses assez différentes et voilà, je sais pas plus que ça. J'irai un petit peu dans ton sens. Alors effectivement, là, on parle de cible. B2B. Donc chez Algolia, nous, on fait essentiellement du B2B, ou on fait ce qu'on appelle maintenant de plus en plus du B2B2C. C'est-à-dire qu'en gros, on a 3 axes de communication, nous, lorsqu'on communique chez Algolia. C'est utiliser Algolia, c'est bien parce que vos devs se feront plaisir à faire un truc propre avec. Ça, c'est du B2C, du B2B, pardon. On a utiliser Algolia, c'est bien parce que en fait, ça va vous permettre de monitorer tout un tas de choses sur votre site web et d'augmenter vos revenus, d'augmenter vos taux de conversion et tout un tas de métriques. Ça, c'est du B2B. Et après, on a du B2B2C qui est utiliser Algolia, c'est bien parce qu'en fait, vos utilisateurs, ils trouveront rapidement ce qu'ils veulent, ils vont être inspirés et la search va être à leur service. Quoi qu'il en soit, tout ça, on parle vraiment de segmentation au niveau de ta communication de marque. C'est finalement presque plus simple de travailler dans une boîte B2B parce que ta segmentation, elle est faite par nature. Tu sais qui sont tes clients, tes personas sont assez bien définis puisque généralement et surtout dans nos secteurs un petit peu de start-up, on répond à un besoin très précis qui en fait est celui qui va faire la segmentation de ta cible de communication. Lorsque tu es dans une marque B2C, c'est plus flou. Je donne des exemples pour lesquels j'ai travaillé. Pizza Hut, par exemple. Techniquement, tout le monde mange des pizzas. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, il y a ce fameux précepte qui est connu en communication, c'est que quand on cherche à plaire à tout le monde, on plaît à personne réellement. Et donc, à partir de là, en fait, il faut que tu segmentes ta cible et c'est là que va se créer ta marque. Donc, Pizza Hut, c'est quand même plutôt clair. C'est un peu comme Domino's, on est sur le même marché. On est sur des personnes plutôt jeunes qui veulent pas se prendre la tête à faire à manger, manger un bon truc gras, rapide et pas cher. Et donc, c'est pour ça que la marque est faite comme ça.
Pour donner un autre exemple, on avait le Puy du Fou. Le Puy du Fou, sur lequel j'ai travaillé, c'est un parc d'attractions avec des activités médiévales, des spectacles, etc. Eux, leur parti pris, ça a été de dire, en fait, on va construire toute notre marque autour de la famille. C'est un spectacle qui va être familial. C'est pas un spectacle qu'on va faire à deux, c'est pas un spectacle qu'on va faire entre jeunes, c'est pas un spectacle pour enfants, c'est un spectacle de la famille. Donc c'est un petit peu là, je dirais, que se trouve vraiment la différence entre une marque B2C et B2B. Et puis derrière, bien sûr, le design visuel va venir au service de ce propos-là. Mais le design visuel doit vraiment être une réponse concrète à une problématique business dans tous les cas. Donc c'est ça qui va driver après les codes que tu choisiras, quoi. Ça répond un peu à la question ? Juste une dernière chose. Il y a peut-être aussi les supports de com qui changent évidemment. Et nous, et en fait, tu vois, évidemment, comme toutes les boîtes, on se dit est-ce qu'on ferait pas une campagne dans le métro c'est super, les gens y voient, etc. Et finalement, analyser, c'est pas évident. Et en fait, quand tu es en B2C, ok, pas de problème. Tu vas regarder ta cartographie et tu vas discuter avec la régie publicitaire. Ils vont dire, voilà, Châtelet, il y a tant de monde qui passe, etc. Ça coûte tant au mètre carré, tu fais ton truc. Tu vas capter de la population et ça passe, quoi. Alors qu'en fait, en B2B, en tout cas, c'est moins évident de trouver les bons canaux d'acquisition, etc. Donc il y a une difficulté peut-être supplémentaire en B2B. En plus, tu es sectorisé. Donc c'est vraiment un petit entonnoir. Donc voilà, il y avait juste ça auquel je pensais, quoi. Très clair. Merci. Une petite question. Est-ce qu'il y a des designers dans la salle? Vous pouvez lever la main assez haut. Quand même pas mal. Gardez la main levée si jamais vous avez des difficultés à faire accepter de travailler sur un rebranding par votre CEO ou autre. Quand même, Robin. Quelques-uns. On peut poser la question très rapidement. Bon, du coup, parce que la brand, c'est souvent plus lié à l'émotion, à l'affect, à l'inconscient. C'est beaucoup moins rationnel que le product design où c'est basé sur des tests ou de la data ou autre. Et du coup, c'est difficile d'avoir l'appui des stakeholders sur ce point-là. Donc, est-ce que vous avez des tips pour les personnes qui ont quelques difficultés à justement avoir l'appui de ces stakeholders pour bosser sur un vrai rebranding? Tu veux y aller d'abord ou Ok. Alors, comment je vais répondre à cette question? Chez Algolia, l'ADN principal, c'est des devs. Donc, c'est des gens qui ont besoin de preuves concrètes. Et du coup, travaillant sur un sujet comme la marque, effectivement, au début, je suis arrivé et je suis un peu passé pour tiens, on a recruté un nouvel artiste, là, alors tu vas nous faire du coloriage sur le site web et tout. Et donc, du coup, il a fallu passer par un petit peu d'éducation, de vulgarisation en interne pour répondre un petit peu à ces petites moqueries. Et en fait, très rapidement, l'idée, ça a été de justifier tous les choix qui avaient été faits en les expliquant, en les baquant par des études, qu'elles soient de l'ordre de la psychologie, de choses comme ça. Mais n'importe quel choix qu'on a fait a été justifié. Pourquoi est-ce qu'on choisit tel bleu? Pourquoi est-ce qu'on a ce pattern de ligne sur le site web? Pourquoi est-ce que du coup telle couleur, pas une autre? Et pourquoi est-ce qu'on sait que ça va ressortir mieux? On a vraiment tout baqué par les schémas de lecture, des choses comme ça. Et donc petit à petit, ça a été de moins en moins perçu comme quelque chose d'artistique, puis bien comme quelque chose de concret. Donc pour vendre ça auprès des stakeholders, déjà il faut effectivement arriver avec un background et des choses qui sont posées, qui sont quasiment scientifiques. La même chose qu'on ferait à côté product, en fait, à chaque fois, côté product, une décision, on la back par de la data, que ce soit de la user research, du focus group, que sais-je, de la data Google Analytics. Là, en fait, on peut faire la même chose de plus en plus en branding. Avec les outils qu'on a, ça devient de plus en plus possible. Et puis l'autre truc qui est quand même facile à leverage, c'est dans tous les secteurs qu'on soit, tous les domaines, il y a forcément un bon élève en termes de branding, dont la marque ressort plus que les autres. Et donc un premier level d'éducation peut être de dire regardez ce que eux font
et regarder la perception qu'on en a, parce que eux, en fait, ils ont mené le travail, ils ont fourni les efforts de ce côté-là, et du coup, ça s'impose presque comme une évidence, parce que même s'ils n'arriveront pas à poser les mots sur pourquoi c'est mieux, ils sentiront qu'il y a un truc qui fait que cette entreprise-là, cette marque-là, s'en sort mieux que la nôtre, et c'est peut-être qu'ils ont compris un truc qu'on n'a pas compris. Et là, ça sera donc à vous d'amener les moyens concrets, les méthodologies pour y arriver. Sachant qu'en tant que designer, parce que j'ai cru voir qu'il y en avait beaucoup dans la salle, vous les connaissez, quoi. Mais il s'agit de poser ces choses-là et de leur montrer un déroulé de projet, des moodboards, des choses très concrètes pour qu'ils puissent se projeter et dire ok, on prend le risque, on essaye et on se lance dans un projet comme ça, quoi. Ouais. Ouais, clairement, rationaliser son discours, c'est quand même important. Moi, je sais que j'essaie de le faire un maximum. Après, pour aller un peu à contresens, je dirais qu'il faut quand même assumer un peu. Enfin, je trouve. Alors, ça peut être facile là, avec un micro le soir, etc. Mais vraiment, je pense qu'il faut assumer aussi cette différence entre un design produit qui est évidemment très rationnel et de la création. Voilà, quelquefois, il y a cette petite intuition. Et l'intuition, c'est une forme d'intelligence, quoi. C'est quelque chose qu'on a nourri depuis quelques années. C'est quelque chose qu'on nourrit en regardant des visuels, en étant curieux. Je pense que l'un des premiers atouts d'un bon brand designer ou d'un bon DA, c'est vraiment d'être curieux, d'être ouvert, quoi. Et en tout cas, ça, je pense que c'est important, quoi. Alors du coup, on en parlait tout à l'heure avec Sébastien, mais je disais que ouais, franchement, un bon créa, c'est un bon vendeur, quoi. Et en fait, c'est vrai que je pense bien vendre son truc, bien vendre sa sauce, ça fait déjà 50% du boulot, quoi. Et du coup, moi, j'ai bossé avec plein de graphistes qui débarquaient et qui vendaient le truc, qui commençaient par dire bon, j'ai pas eu trop le temps, mais bon, voilà. Bon, c'est pas mal. Tu vois, quoi, c'est cool. Puis ça, j'aime bien la photo, donc j'ai pris et tout. Et du coup, il repartait et puis il travaillait son argument. Et non, on l'a tous vécu, hein. Moi, je l'ai vécu des années quand j'étais débutant. Et voilà. Et quand tu arrives convaincu par ton truc, par ta créa, moi, je sais que mon boss, par exemple, il est hyper chiant, il est hyper, pointilleux. Mais c'est normal, quoi. Il a raison, quoi. Il challenge, quoi, tout le temps, quoi. Et du coup, ça me force à vendre le truc. Donc j'essaie en tout cas d'être convaincu dans mon discours par des mots en lui disant voilà, évidemment on rentre dans un cadre, hein, on a une charte graphique, puis comme tu dis, quoi, je veux dire, il y a des choses qui sont rationalisables, quoi. Tu peux parler de la symbolique des couleurs ou des typos, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être incarnées dans les éléments graphiques, quoi. Mais en tout cas là, moi j'essaie de faire ça. Après tu parlais, je ne sais pas si c'était dans ta question, mais il me semble que tu parlais du fait en fait, quand on produit, en fait, quand tu es designer produit, tu charges les choses en nombre de jours, etc. Tu dis, voilà, je vais bosser en temps de jours, je vais livrer ça, ça va être fait, etc. Il y a la livraison auprès des devs, et puis après, ça part en implémentation, etc. Je pense qu'on peut prendre ces codes-là pour l'aspect aussi créa. Enfin, en tout cas, je sais que nous, on essaie de mettre des dates, on essaie de rentrer dans des timings assez précis. Et voilà, ça, c'est aussi ce côté un peu livrable. Et les stakeholders, en fait, nous, je sais pas, en fait, ça dépend. Ça dépend quel stakeholder en fait intervient. Tu vois, si la demande est hors stakeholder et que tu as besoin d'un stakeholder justement pour valider des choses, etc. Ouais, là, du coup, tu arrives par l'extérieur, donc c'est un peu plus compliqué. Typiquement, je sais pas, nous, je sais pas, la brand manager nous dit voilà, il faut qu'on crée un support de com destiné avec un message destiné aux freelances qui va leur permettre de comprendre que il y a telle étape dans l'onboarding sur le site et tout ça, quoi. Du coup, le stakeholder, ça va être la head of community, quoi. On va aller la chercher, on va lui demander son avis. Et là, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile d'aller vendre sa sauce. Mais très souvent, en fait, les stakeholders sont assez proches, nous, de la demande. Et du coup, dès le début, on les concerne, en fait, par les demandes. On les concerne, enfin, tout de suite, on a des discussions. Je ne sais pas si c'est une vraie recette, ça part un peu flou comme ça, mais disons qu'en communiquant en amont, bien en amont, sur ce qu'on va faire, sur la livraison qu'on va avoir, le côté graphique, donc ça peut être
pas mal de supports, hein. Ça peut être une vidéo motion qui explique le produit, ça peut être un kakémono sur un event, il y a plein de petites choses. Et déjà, je pense qu'en communiquant dès le départ, en concernant les personnes, les stakeholders, ça peut déjà aider je pense, à travailler un peu mieux, quoi. Mais moi, j'ai toujours galéré et je pense que... Enfin, je veux dire, ce serait toujours un peu chiant, un peu galère de vendre un peu un design dans la brain, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu partages ça. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Et effectivement, ça fait rebondir sur un point que j'ai malencontreusement oublié dans ce que j'ai dit. C'est le storytelling, en fait. C'est super important. Vous n'êtes pas là juste pour balancer un JPEG avec le logo. Ça paraît peut-être un peu con dit comme ça, mais s'il y en a d'entre vous aussi qui sont des designers produits, vous ne présentez pas des écrans, vous présentez une expérience utilisateur. Donc vous introduisez ça par un contexte, une problématique, un parcours utilisateur, puis une solution. C'est pareil en brand. On n'est pas là juste pour balancer des fichiers, on est là pour raconter une histoire, il faut que les gens se projettent. Donc le bon truc pour bien prendre de l'inspiration là-dessus, c'est Behance. Behance, vous voyez, c'est des longs projets à scroller. Quand ils présentent une identité graphique, les mecs se contentent pas de mettre bon bah ça c'est le logo sur fond blanc, ça c'est le logo sur fond noir, merci de liker quoi. Non, il y a un vrai développement qui est fait. Ils racontent pourquoi ils sont partis de ce concept-là, quels sont les concepts qui sont cachés derrière cette idée de logo. Là, on parle un petit peu de la palette de couleurs, puis ensuite on balance du mock-up. Ah, le mock-up, ça c'est la clé, ça c'est la vie. Si vous voulez vendre du branding, vous faites du mock-up. Vous en trouvez plein sur le web. Et vas-y que vous mettez ça dans un kakémono, en immense sur un building, sur une voiture floquée et tout. Alors là, ça fait rêver tout de suite. Et votre JPEG, du coup, c'est le même fichier, sauf que vous l'avez décliné à travers certains PSD et autres trucs. Et là, vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour le vendre. J'en ai fait l'expérience quand j'étais freelance, moi aussi j'ai fait plein de conneries. Et effectivement, quand je travaillais sur des logos, au début, l'idée c'était de dire bah ouais, en fait, j'envoie juste le logo, j'envoie 3 pistes de logo pour qu'ils me disent. Et là, vous pouvez être sûr que c'était la porte ouverte à ouais, alors ça j'aime bien, mais il manque ça, et puis ça j'aime bien. Puis finalement, en fait, il faudrait qu'on fasse un peu un mix des 2 premières pistes, puis avec l'idée de la 3e, là, on s'en sortait plus. Alors que si on fait un vrai storytelling et qu'on prend l'effort de faire ce travail supplémentaire, de faire un déroulé autour de comment est-ce qu'on a conçu le projet, et ben là tout de suite en fait ils se mettent dans la démarche. Ok, donc je comprends, donc ça rationalise, comme tu disais, merci pour ce mot que je trouvais fort à propos. Ça rationalise la démarche et ensuite on passe sur quelque chose du coup plus dans l'émotion, plus dans le séduisant, mais sur des fondements rationnels quoi. Voilà. Je vais rajouter un truc. Non, c'est bon. Est-ce que vous souhaitez rebondir rapidement sur ce point ou pas? On avance? Non? C'est bon? Okay. Du coup, vous nous avez expliqué un peu rapidement tout à l'heure pourquoi est-ce que vous aviez fait des rebrandings ou des rafraîchissements. Est-ce que vous pouvez nous lister un petit peu les grandes étapes qu'il ne faut surtout pas négliger quand on effectue un rebranding, puisqu'il y a une sorte de checklist un peu à faire? Donc là, il faut faire une liste de choses à pas oublier. Il ne faut pas oublier de choses dans la liste de choses à pas oublier. Alors, première chose, la première chose à laquelle on pense pas toujours avant de faire un rebranding, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que des fois, vous allez avoir soit donc des clients, si vous êtes freelance ou en agence, soit votre patron, si vous êtes en interne, qui va dire ah, c'est bon, il y en a marre, on fait un rebranding. Mais déjà, c'est sûr. Est-ce que c'est nécessaire? Et si oui, quelle problématique on cherche à régler par ce rebranding? Je pense que c'est la première chose qu'il faut vraiment bien se demander avant de démarrer n'importe quoi, parce que vous verrez que 9 fois sur 10, si vous posez la question, on ne saura pas vous répondre. Donc c'est l'occasion de dire ok, bon, bah, il n'y a pas de souci, on en reparle dans un prochain meeting, mais d'ici là, on sait déjà pourquoi on le fait. Je dirais que c'est la première chose de base qui est valable d'ailleurs dans n'importe quel type de projet, hein. Même en product design aussi, des fois on veut revoir des features, des choses comme ça, mais on oublie de se poser un peu la question de pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Ouais, il y a aussi un peu prendre du recul, je pense, c'est important. Pas trop créer une identité trop rapidement, quoi. Enfin, ne pas se précipiter, mais vraiment réfléchir, laisser reposer la patte, revenir dessus. En fait, c'est pas gravé dans le marbre, mais quasi quand même. Une fois que tu as créé ton identité, bah, c'est pas évident. Enfin, après, une fois que tu commences à communiquer, bon, bah voilà, faut assumer le truc. Alors, tu peux faire des refresh, mais c'est pas évident. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à prendre du temps.
prendre du recul. C'est pas évident de faire dans le quotidien des créas, etc. Mais vraiment, dans la création d'identité même, en tout cas, moi, j'ai toujours pris du temps, quoi. Quand je prends du temps, c'est pas 1 an, mais je veux dire, voilà, nous, dans la création du logo, par exemple, Malte, on a commencé à y réfléchir. Je sais pas, début du mois de août, quoi, on va dire. La vraie identité, la version finale, elle est sortie fin septembre, un truc comme ça. Je trouve que ça nous a laissé 2 mois. C'est beaucoup 2 mois dans une start-up, hein. C'est comme les chats, hein, 7 fois plus. Donc vraiment c'est important de prendre du recul. Après, je pense que je t'appuierai parce que je pense que c'est vraiment, t'as raison, c'est vraiment très important. C'est vraiment prendre le temps de poser les bonnes questions et se poser les bonnes questions, c'est discuter avec les personnes en fait qui seront concernées par cette identité, encore une fois. Qui va la porter, qui va être l'ambassadeur de cette marque, donc les services de communication, de marketing, puis les équipes aussi, IT. Nous, pareil, on a pas mal de monde dans l'équipe tech. Ne pas négliger les personnes, enfin tout le monde en fait dans la boîte, donc vraiment interroger le truc. Et voilà. Après, dans la création même de l'identité pure, je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des méthodes assez différentes. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai commencé à bosser dessus. J'ai réfléchi à soit monter un groupe avec quelques free qui étaient sur Malte ou à bosser avec quelques free avec qui j'avais déjà bossé. Du coup, c'est la deuxième solution pour laquelle j'ai opté. Du coup, j'ai fait des petits ateliers de une demi-journée avec des personnes avec qui j'avais déjà bossé sur Malte. Et voilà, ça m'avait aidé à prendre un peu de recul aussi, finalement, de puiser un peu de l'idée. Puis c'était cool de prendre aussi un peu de la valeur de l'ADN, en fait, finalement, d'incarner encore plus, finalement, l'identité au travers des personnes qui étaient sur la plateforme de Malte. Voilà, quoi. Et puis après, je dirais peut-être anticiper peut-être un peu la diffusion, commencer un peu à réfléchir si c'est une marque online, offline ou les deux. Enfin voilà, la diffusion. Je reparle de Sagmaster qui, quand il parlait de Meetup, en fait, parce que du coup, je me suis retapé quelques articles, et il disait qu'en fait, une des raisons pour laquelle il avait retapé l'identité de Meetup, c'est que du coup, il y avait de nouveaux devices, donc les téléphones, les montres, etc., les montres connectées. Du coup, il y a cette notion de diffusion à petite échelle des éléments. Donc voilà, si déjà tu peux commencer à réfléchir un peu à ça, ça peut te permettre déjà de te dire ah ouais, faut peut-être que je crée quelque chose avec une icône ou pas. Est-ce que c'est un mot, logo? Est-ce que il y a plein de choses qui peuvent déjà un peu en découdre. Voilà. Après, c'est pas une science exacte, mais je pense que ça peut aider, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en quelques étapes clés, c'est pourquoi on le refait, prendre le recul évidemment, faire de la veille, hein, ça paraît peut-être évident quand on est designer, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant, donc faut bouffer des trucs, quoi. Améliorer sa culture visuelle pour être sûr de ne pas rater une bonne idée par-ci par-là qu'on pourrait voler. Oui, parce que c'est ce qu'on fait, hein, on ne peut pas se mentir. Oui, et puis après, il faut faire des explorations, des moodboards, et surtout, s'il y a un truc à éviter, hein, comme dans tout projet, encore une fois, mais encore plus en brain, c'est l'effet tunnel. Vous savez, travailler pendant 3 mois sur un truc, et puis arriver au bout de 3 mois, c'est un tada! Ça, généralement, ça marche pas. Que vous ayez un client ou que vous travaillez pour votre patron, on partage en fait au fur et à mesure pour être sûr que on n'est pas en train de complètement partir à la ramasse et que on partage bien les mêmes objectifs. Et en plus de ça, c'est intéressant de partager en cours de route. Puisque ça peut aussi faire évoluer les stakeholders sur leur point de vue et du coup générer de nouvelles idées. Et puis après, on passe à l'exécution. Et là, voilà, c'est tout un autre chantier. Ça devient plus compliqué. Il faut penser à tous les cas de figure de ces choses-là. Toutes les déclinaisons, parce qu'une marque, ça se décline.
Une marque, c'est multi-support. Une marque, c'est protéiforme. Je crois que c'est ça le mot qu'ils aiment bien sur LinkedIn. Là. Je suis marketeur protéiforme, ouais. Cross-canal. Voilà. Donc c'est ça aussi une marque. Il faut que ça sache être mutant, aller de partout. Donc il faut prévoir un petit peu tous ces cas de figure, tous les edge cases, tous les trucs, les exceptions où ça pourrait poser problème. Ça, c'est vraiment le côté purement graphique. Et puis après, il y a la fameuse, on crée la charte graphique. On a une approche chez Algolia autour de la charte graphique qui est quand même assez libre, dans le sens où on la considère vraiment comme un outil qui est là à notre service pour rappeler des fondamentaux comme les couleurs, les fontes, certaines structurations. Mais on se permet très largement de pas la respecter, parce que une marque, c'est comme une langue, hein. Il faut qu'elle soit vivante, il faut qu'elle évolue, sinon après elle peut très vite mourir. Donc en fait, en interne en tout cas, on laisse carrément libre à l'équipe design de transgresser la charte graphique. On se repose dessus, mais c'est pas notre maître absolu. En externe, par contre, quand on fait appel à des freelances, parce que ça arrive des fois pour des raisons de timeline, là, on préfère qu'ils s'y tiennent parce que c'est notre taf de designer en interne que de faire évoluer la marque, mais en externe, c'est leur taf de la respecter. Voilà la diff que je dirais un peu entre les deux. Et il doit sûrement y avoir à peu près une demi-douzaine de choses que j'oublie là tout de suite, mais c'est ce qui me vient en tête. Là. Je dirais qu'il y a aussi s'imposer une petite phase de brief un peu au départ. Nous, en fait, quand on a recréé l'identité, personne n'avait la recette, quoi. Je veux dire, j'étais la seule personne de métier, quoi, connaissance métier. Du coup, je m'étais imposé un peu un brief, quoi. J'avais posé quelques questions, j'avais fait mon petit truc pour cadrer un peu rapidement la créa, mais pas trop. En fait, c'est-à-dire que je me suis posé quelques questions clés. Est-ce qu'on garde toujours la même cible? Est-ce qu'on s'autorise est-ce qu'on veut quelque chose de très iconographique ou pas? Est-ce que, voilà, en fonction du nom. Et après, ne pas hésiter à avoir des idées, quoi. Ne pas hésiter à aller loin, vraiment au départ. Enfin, moi, dans une première phase, j'étais vraiment très très loin, pour après recentrer un peu le truc, quoi, enfin la créa, quoi. Donc c'est aussi ça qu'il faut pas négliger au départ, quoi. C'est ne pas négliger la créativité, quoi, tout simplement, hein. Ne pas hésiter à aller vraiment loin dans le truc pour après recentrer plutôt qu'être petit, quoi, petit bras et faire les petites choses, pas prendre trop de risques, et, faire plaisir. C'est le pire, parce que du coup, c'est pas forcément ce qu'on fait plaisir qu'on sert vraiment la marque et la personne qui en a besoin. C'est pas ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, ce dont on a besoin, pardon, c'est différent. Donc voilà, il y a ça aussi, je pense, important. Respecter la contrainte, c'est clair. Se faire plaisir, faut savoir se faire plaisir responsablement, je dirais, avec modération. Non, c'est parce que pour moi, ça me paraît primordial de quand même se faire plaisir en tant que designer lorsqu'on design une marque, parce qu'on l'a dit, c'est de l'émotionnel. Il s'agit de susciter une émotion chez quelqu'un, et je pense qu'il n'y a pas moyen de susciter une émotion chez quelqu'un si vous, déjà en le faisant, vous faites pas plaisir en fait. C'est comme vendre quelque chose auquel vous ne croyez pas. Donc je pense que ça, c'est quand même assez important de se dire je ne délivre pas un travail graphique tant que moi, j'en suis pas convaincu. On l'a tous fait, je pense, de sortir un truc dont on n'était pas convaincu. Et comme par hasard, c'est les projets sur lesquels ça se passe le moins bien. Et ben, je pense que c'est parce qu'il y a une raison. C'est comme on est moins convaincu, on les porte moins bien. Et on revient sur le point qu'on disait tout à l'heure, c'est être un bon designer, c'est être un bon communicant. Et on ne peut pas être un bon communicant, je pense, si on n'est pas honnête et qu'on n'est pas vis-à-vis de ce qu'on vend, quoi. Je retombe sur les pages, c'est pas mal. Est-ce que vous souhaitez rebondir à ce que viennent de dire Sébastien et Loïc? Ouais. Vas-y. Superbe. Ça va. Moi, j'aimerais revenir un peu sur la phase d'exploration auquel tu as évoqué. Concrètement, en fait, à quoi ça peut ressembler en fait, une phase d'exploration sans aller trop loin en fait, c'est un peu le problème que j'ai pu rencontrer. Il faut aller trop loin pour pouvoir revenir. C'est super important. Si tu n'as pas le sentiment d'être allé trop loin, c'est que tu n'es pas allé assez loin. Donc après, très concrètement, ok, par quoi ça passe? Donc un branding, souvent la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à travailler sur le logo. Le logo, c'est la phase émergée de l'iceberg. D'accord? En fait, je dis toujours les mêmes choses. Un
un branding, c'est une histoire. Le logo, c'est la couverture du livre, en fait. C'est-à-dire que c'est super important, c'est la première chose qu'on voit, mais c'est loin d'être toute l'histoire, en fait. Ça, il faut bien le garder en tête. Mais c'est souvent la première chose qu'on va commencer à faire. Donc là-dessus, si tu dois travailler ton logo, par exemple, faut avoir les contraintes que tu t'es posées, comme l'a dit Loïc. C'est important d'avoir des contraintes. Il n'y a pas de bon travail qui ressort s'il n'y a pas de contraintes. S'il n'y a pas de contraintes, là, c'est la foire d'empoigne, c'est n'importe quoi. Tu es en cours d'art plastique, tu n'es pas en train de faire du design. Non, c'est vrai. Et même en cours d'art plastique, tu réponds à une problématique déjà. Donc, tu vois. Et du coup, il faut répondre à ces contraintes-là. Généralement, on a une première intuition, des choses comme ça. Alors ça, c'est le premier truc qu'on pose. Parce que si on ne pose pas son intuition, on restera coincé dedans. Donc on la pose, on s'en débarrasse, et là on itère. Et on fait 15 000 versions. Quand on travaille un logo, on ne travaille pas les couleurs d'abord, on le fait en noir et blanc. S'il marche en noir et blanc, il marchera en couleur. Mais si on n'arrive pas à le faire marcher en noir et blanc, les couleurs, ça fera juste un cache-misère, et en fait, c'est pas la bonne démarche. Donc on travaille d'abord la forme, et ensuite on travaille la couleur. C'est des choses comme ça. Et il faut faire... des itérations, quoi. Faut crader tous ces fichiers Illustrator, faut qu'il y en ait de partout, dans tous les sens, 10 000 versions. Là, c'est la phase où c'est autorisé d'avoir un V1, V1.2, V2 Def, V2 Def Final. Tu vois, à ce moment-là, c'est là que tu les fais. Donc tu pars dans tous les sens, et au bout d'un moment, tu arrives sur un truc, tu dis, oh putain, non, là, je suis parti trop loin. Du coup, tu reviens en arrière et tu dis, ok, à ce moment-là, j'étais dans le juste. Et à partir de là, tu dis est-ce que ça suffit, ou est-ce que j'affine un petit peu, et c'est plus comme ça que tu vas y arriver. Et généralement, dans le travail que tu auras fourni, il va y avoir des grandes familles qui vont émerger, et c'est ce qu'on appelle un peu les pistes, les propositions. Elles vont avoir des partis pris qui ne seront pas les mêmes. Pour un logo, pour une identité de marque, souvent il y en a une qui va être plus axée sur la problématique business, il y en a une qui va être plus axée vers la cible s'il y en a une qui est clairement définie, et on peut éventuellement en avoir une qui est un peu le saut créatif, comme ils disent en agence de pub, qui est celle qui est inattendue, disruptif, c'est le terme qui est apprécié, qui peut se proposer parce que ça passe. Voilà. Sachant que quand on propose 3 pistes, généralement il y en a une, c'est ce qu'on appelle le repoussoir. C'est-à-dire qu'en fait on en propose 2, on a mis la 3e histoire de dire qu'on en proposait 3, mais celle-là c'est genre... Et ça c'est risqué, parce que souvent c'est celle qui sélectionne. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Donc vraiment, tu vois, tu disais que dans ton projet, tu étais parti dans tous les sens. Donc l'idée, c'est pas de partir dans tous les sens, mais c'est de partir trop loin dans une direction donnée pour ensuite pouvoir revenir. Une fois que tu es allé trop loin, tu sais là où il fallait s'arrêter. Alors que tant que tu n'es pas allé trop loin, tu te dis, est-ce que j'aurais pu creuser un peu plus? Parce que aller trop loin, déjà, c'est difficile à définir ce que ça veut dire. Mais ça peut être super utile lorsque tu crées une marque, puisque tu cherches à être original, donc inattendu. Et c'est seulement en partant en couille, pour parler concret, qu'on peut y arriver. C'est le gros conseil du soir, là, celui-là. Notez-le bien. Terminer le talk là-dessus. Vous avez parlé du coup des grandes étapes à respecter. En faisant un peu une rétrospective de vos projets, de vos rebrandings, quelles sont les grandes erreurs que vous avez faites et qu'il faut éviter et qui pourraient servir aux gens qui sont ici? Il y avait une question. Prends la box. Ouais. Merci, parce que vous parliez de partir trop loin, mais si on fait c'est un truc très pratique, dans le cadre d'un rebranding d'une entreprise, ou ne serait-ce que d'un des produits d'une entreprise, est-ce qu'un prestataire extérieur peut partir trop loin? Est-ce que si on fait appel à un creative directeur extérieur à une entreprise, donc qui n'a pas, c'est possible de faire les choses aussi bien que ce que vous décrivez? Je pense que oui, mais du coup, ça se contractualise, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses par étapes. C'est qu'avant de le faire partir trop loin, il faut valider ensemble une mood board, par exemple. Valider les contraintes qu'on a dit. Parce que c'est la chose qui va faire que s'il part trop loin, mais que c'est vraiment n'importe quoi, on va pouvoir lui dire hey, Coco, regarde là, t'es pas dans les clous. Alors que, et si c'est bien défini, de toute façon, et c'est un bon professionnel, bien sûr, hein, parce qu'après, on peut tout imaginer si on embauche quelqu'un qui est nul, hein, mais il s'y référera, et donc en fait, c'est un peu le garde-fou.
Je pense que c'est ça qui est indispensable, hein. Moodboard, il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Moodboard, contraintes, c'est les choses qui permettront de pouvoir partir loin. Et après, des fois, on voudrait. Je pense que la contrainte est souvent inverse, c'est-à-dire que si on a un prestataire extérieur, on lui reproche de ne pas aller assez loin, qu'il est trop sage, parce que justement, il veut trop plaire au client et pas trop sentir des sentiers battus. Et là, j'ai pas trop de recettes parce que j'ai jamais été de l'autre côté de la barrière, moi, donc je peux pas trop dire. Bah, je pense que tu peux, enfin ouais, carrément. Enfin, oui, c'est possible. C'est possible si le brief est bien fait, si évidemment c'est bien cadré dès le départ. Ça peut même être une force, hein, finalement, de faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Tu es plus objectif, tu es moins dans le truc. Donc ça peut être intéressant. Nous, on a fait le choix, par exemple, de le faire de l'intérieur, parce que on aime bien se regarder, on est un peu égaux. Donc du coup, on dit c'est cool, on va le faire nous-mêmes. Demain, on sort une nouvelle identité avec quelqu'un d'autre, ce serait peut-être meilleur, ce serait peut-être mieux, mais bon voilà, c'est avec toute l'histoire, donc je pense que oui, hein, complètement. Enfin, mais par contre, ouais, il faut que ce soit bien cadré, effectivement. Il faut vraiment avoir du suivi et limite être un peu immersif, quoi, finalement, dans le truc. Nous, quand on a créé, alors c'est pas la création visuelle, mais quand on a changé de nom, on a fait appel à quelqu'un pour nous aider. Et comme font beaucoup de marques, beaucoup de boîtes. Et en fait, la personne, elle a passé beaucoup de temps avec nous à discuter, à réfléchir, à prendre la température, à être avec les gens, etc. Et c'est pareil, je pense, hein, pour un rebranding visuel, on va dire, plus. Parce que là, c'est plus de ça dont on parle, enfin, là, en tout cas, dans les dernières phrases. Et là, clairement, ouais, passer du temps avec avec les personnes avec qui tu vas bosser, faire des interviews beaucoup, enfin voilà, comprendre vraiment l'ADN, puisque du coup, finalement, le logo et l'identité, l'identité de marque va vraiment être vraiment l'ADN, le truc vraiment qui va représenter la marque, quoi. Donc je pense que c'est possible, enfin je suis même sûr que c'est possible, ça doit exister, enfin évidemment. Or agences voilà, qui sont capées pour pour accueillir des briefs très ambitieux, mais je pense qu'il y a un peu plus de boulot pour apprivoiser un peu le brief, réfléchir un peu plus, parce que du coup effectivement là tu touches à quelque chose d'essentiel dans une marque, quoi. Donc Ouais, effectivement. Et c'est pas forcément moins bien, ouais, comme tu disais. Nous, chez Algolia, demain, si on doit faire un rebranding, effectivement, on se pose la question de se dire est-ce qu'on le fait en interne? Est-ce qu'on fait appel à une agence externe? Est-ce qu'on fait une compète avec cette agence externe? Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle de la co-création? Il y a du bon et du moins bon dans tous les cas de figure. C'est pas forcément moins bien, en tout cas, si c'est pour répondre juste sur cet aspect-là de la question aussi, que d'être en externe. Du coup, les erreurs à éviter. il y avait des erreurs. On fait Ah, pas il y en a plein. Et de boulettes, déjà, on a oublié de dire les erreurs. Ouais. Moi, une grosse erreur que j'ai faite par le passé, ça a été de ne pas entrevoir tous les cas de figure auxquels allait faire face la marque. C'est-à-dire que toutes les facettes qu'allait avoir la marque, comment est-ce qu'elle allait se décliner dans tel cas de figure, comment est-ce qu'elle allait se décliner en fonction de la cible, de ne pas pouvoir prédire à l'avance quelles allaient être un peu les métamorphoses qu'allait avoir cette marque. Ça a été une grosse erreur que j'ai pu faire par le passé, parce qu'en fait, au début, on arrive à raccrocher un wagon, puis un deuxième, puis en fait, plus ça va et moins ça va, et c'est dans ces cas-là où on se retrouve à la fin avec une marque Frankenstein qui est plein de choses différentes qu'on agglomère. Et c'est souvent là, généralement, qu'on décide de faire un rebranding. On dit, ouais, ok, on fait table rase, parce qu'en fait, on a vu tous les usages qu'on avait fait qui étaient différents, et on essaye de tout remettre dans le même bateau, que ça aille dans la même direction, et puis après, on recommence généralement cette erreur. Donc c'est une erreur qui est difficile à éviter, mais faut souvent raisonner très long terme, en fait, même trop par rapport à ce qu'on pense, pour faire quelque chose qui soit un minimum pérenne. Parce que c'est ça aussi, faire une bonne marque, c'est pas seulement qu'elle soit distinctive et originale et marquante et bien ciblée, il faut aussi qu'elle soit pérenne dans le temps. Et je pense que c'est assez compliqué. Surtout dans d'autres mondes où tout évolue si vite. Ouais, très vite. 7 fois plus, j'ai dit. En fait, ça dépend. Ta question, elle parle de la création en elle-même.
moi, je sais pas. Enfin, honnêtement, on verra quoi. Le temps le dira. Pour l'instant, la marque elle vit pas trop mal. Donc là-dessus, sur les erreurs, je sais pas, je changerai peut-être les couleurs. Je sais pas. Mais en fait, je sais, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Par contre, nous, les erreurs qu'on a faites, enfin, c'est des erreurs, des négligences, on va dire. C'est plus sur la diffusion même de la marque au sein de notre produit. On a oublié un paquet de supports, de choses où on aurait dû décliner la marque. Les icônes étaient présentes. Donc ça, clairement. Et nous, en fait, on a un peu oublié au départ dans la folie du moment. On va dire la diffusion aussi auprès des réseaux sociaux, mais tu sais, d'avoir une vraie charte un peu réseau, dire voilà les covers, comment ça, enfin tu sais, d'avoir une espèce d'harmonie un peu entre tous nos réseaux et donc ça, on l'a pas fait tout de suite. Voilà, puis anticiper un peu plus, je pense, les différents supports de communication. J'en parlais tout à l'heure, mais du coup, je le redis, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout de suite anticipé. Offline, event, enfin, tu vois, il y avait plein de choses. Et donc voilà, si je le referais là, je pense que tout de suite, j'éditerais un brand book, même léger, même en V0, au moins d'avoir les grandes thématiques. Et ça, on l'a pas fait tout de suite. Et après, c'était un peu, alors je sais pas si toi, Sébastien, c'est comme ça. En tout cas, nous, c'était un peu compliqué. Après, on savait pas trop. Alors du coup, j'avais la connaissance. Donc du coup, on venait me voir. Ouais, comment on fait ça? Donc c'est cool. T'es content. Les gens viennent te demander des choses. Tu dis, ah, c'est sympa, je suis important. Mais en fait, non. By the way, en fait, c'est juste que tu peux pas. Si tu documentes pas, c'est compliqué. Donc du coup, documenter peut-être un peu dès le début plus de choses pour que ce soit un peu plus structurant pour les personnes qui utilisent la marque, quoi. Voilà. Peut-être on ferait ça. C'est vrai que nous aussi, on a tendance à documenter un petit peu trop tard à chaque fois, parce qu'on se dit on verra, on n'a pas eu le besoin jusqu'à maintenant, et le jour où le besoin se pose, c'est là où c'est trop tard. Donc ça, c'est vrai qu'il faut bien documenter en avance. Bah, tu documentes. Du coup, je te coupe, hein, du coup. Vas-y. Tu Ça documentes. dépend de l'idée. Bah, en fait, ça dépend. Nous, je sais pas, soit tu fais un brand book, donc du coup, bah, tu crées un document hein, type, tu vois, qui te fait des fois, qui peut aller d'une quinzaine de pages à une cinquantaine, j'en sais rien, tu vois. Donc dedans, tu as tout ce qui touche à la marque, le tone and voice, j'en parlais tout à l'heure, l'icono, donc la photo, les couleurs, l'utilisation du logo, les trucs assez basiques, on va dire. Donc tu peux le documenter comme ça. Tu peux créer des articles aussi. Tu as des outils qui sont comme Notion par exemple. On utilise un peu ça nous. Bah voilà, on crée du contenu, on fait une knowledge library, tu vois, avec des trucs dedans, des articles, des petits cases. Et puis tu templétises un peu les choses. Tu essaies de templétiser un petit peu. Je t'ai volé ta réponse. Ouais, c'était le... Bien fait pour toi. Non, je plaisante. Tu templétises un peu les choses. Tu essaies d'essayer d'avoir un maximum d'éléments en fait déjà prédéfinis, on va dire, pour aider à diffuser. Voilà comme ça. Et puis nous concrètement, bah voilà, on a un drive, on a des éléments dessus. On fait des dossiers, enfin voilà, des trucs basiques quoi. On a une banque d'images, on met les éléments bien visibles et accessibles, on va dire, pardon, des éléments accessibles aux personnes qui vont utiliser la marque. Donc voilà les supports concrets quoi. Et puis il y a du support un peu humain aussi, c'est-à-dire que tu vois, on te sollicite régulièrement et ça, faut pas arrêter de répondre aux questions, de pas arrêter d'aider les personnes qui savent pas trop. Typiquement, les personnes qui viennent d'arriver dans ta boîte, ils savent pas trop comment ça se passe, l'identité, ah oui, j'ai le droit de faire ça, etc. Donc tu fais un petit onboarding un peu des personnes. Et puis voilà quoi. Puis après, il y a la documentation extérieure qui est peut-être un peu différente, où tu peux créer un guidelines en ligne, tu peux créer. Il y a même des marques qui vont très loin. Alors je sais que Shopify avec leur design system Polaris, ils ont un truc très très complet. Donc ils vont au-delà d'un design system, j'ai envie de dire, et c'est vraiment une bible un peu. Donc il y a plein de choses qui existent pour documenter à l'interne et à l'externe.
Ouais, carrément. Nous, on fait beaucoup du ready to use, hein, donc du template justement. Notamment, un des trucs qui est le plus utilisé, c'est le template de slide pour les présentations, parce que ça, c'est utilisé par tout le monde. Et donc, on a créé un master, donc il y a des slides qui sont préfaites, qui peuvent utiliser juste en les remplissant. Et en plus, on a des slides d'exemple et avec des petits tips dedans, des choses comme ça. Ils peuvent direct copier-coller et réutiliser à leur sauce. Ça, c'est ce qui marche le plus. De manière générale, vaut mieux que les gens utilisent des choses qui existent et qui suppriment ce dont ils n'ont pas besoin, plutôt qu'ils créent par eux-mêmes quelque chose dont ils ont besoin. Voilà, il faut le savoir, parce que si c'est pas parfaitement documenté, parfaitement renseigné, le moindre truc qui peut être fait n'importe comment le sera forcément à un moment. Il faut bien le dire. Je rebondis sur un point que tu mentionnais aussi tout à l'heure, c'est auquel on pense pas suffisamment souvent, c'est que bon, faire un logo, tout ça, on en a parlé, faire un nouveau branding, c'est quelque chose qui est déjà pas forcément simple en soi, mais alors plus dur que de le créer en tant que designer, après, c'est de le propager. Parce qu'une marque, si elle reste dans votre fichier, c'est pas une marque, elle sert à rien. Elle devient une vraie marque le jour où, comme tu disais, elle est relayée sur tous les supports. Et nous, quand on a fait notre itération sur notre logo, ça a été la grosse difficulté, parce qu'on avait déjà une présence online qui était énorme, il y en a de partout, et puis il y a toujours des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Et là, la vraie clé du succès chez nous, ça a été d'impliquer tout le monde. Donc, erreur à éviter, c'est de croire que le rebranding, c'est que le travail du designer. En fait, c'est le travail de toute la boîte. Une brand, c'est une marque, c'est pas juste un support visuel, comme on l'a dit. Donc, c'est super important d'impliquer tout le monde dans ce branding ou dans ce rebranding, par de la communication interne, par des présentations, par des petits moments, des temps forts de reveal où on montre ce qui a été fait en avant-première, bien sûr, en interne, avant que ça soit mis en externe, et on fait bien comprendre aux gens que la marque, c'est eux. Que c'est eux s'ils sont commerciaux parce qu'ils seront customer facing, que c'est eux s'ils sont développeurs parce que dans les solutions qu'ils vont implémenter, ça portera la marque, que c'est eux qui sont responsables de la marque s'ils sont marketeurs parce qu'ils vont porter le nouveau messaging et ils vont faire en sorte que les nouveaux flyers et autres supports qui sortent, on va vérifier qu'il y ait le bon branding dessus. La marque, elle doit impliquer tout le monde. Chez nous, à un moment, il y avait même cette espèce de petit jeu en interne. On avait un Slackmoji avec Old Logo. Donc c'était en fait vraiment notre ancien logo dans un rond barré. Et dès que ça se voyait quelque part, les gens utilisaient le Slackmoji. C'était référé dans un fichier Excel, enfin un Google Sheet online qui était updaté avec toutes les occurrences où on avait vu l'ancien logo. Et petit à petit, on le faisait changer comme ça partout. Dès lors qu'on le voyait, il était changé, quoi. Tout le monde était impliqué dans la démarche, tout le monde avait le fichier du nouveau logo et du coup le changeait aussi rapidement que possible. Si vous regardez Google, quand ils ont changé leur nouveau logo, celui qui est tout droit, là, le dernier en date, en une nuit, c'était plié, c'était changé de partout. Bon, c'est ça la vraie prouesse du logo Google. C'est pas d'avoir simplifié, d'être passé d'une fonte sérif à une fonte sans sérif. La vraie prouesse, c'est qu'il était immédiatement de partout. Sur Google Maps, sur ce contenu sponsorisé via Google, nanana, c'était de partout. C'est ça la vraie difficulté d'un rebranding. Et c'est pour ça que pour reboucler sur une question qu'on disait au début aussi, quel est le moment idéal pour faire un rebranding? C'est surtout pas trop tard, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient logistiquement hyper compliqué et hyper coûteux de faire un rebranding. Vous avez déjà fait imprimer 500 t-shirts avec l'ancien logo, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Ça fera des belles chemises de nuit, quoi, mais ça servira à rien. Donc c'est des choses comme ça, quoi. Il faut y penser aussi. Et ça peut être un argument de vente d'ailleurs. Si on le faisait maintenant, ce serait mieux que plus tard, quoi. Parce que plus tard, ça sera plus cher. Du coup, on va prendre peut-être une dernière question, parce que je vois que les pizzas sont arrivées depuis quelques minutes. Du coup, hop. Attention, tiens-toi prêt. Superbe. Merci. Vous avez parlé un peu de design system et de charte graphique. Du coup, se pose la question, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça fait partie Alors, The Design Crew fait une super formation où il y a un des formateurs de chez Algolia qui parle de ça. Je te le recommande vivement. Plus sérieusement, ouais, c'est lié, mais c'est pas pareil.
je dirais, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, ça se trouve pas du tout. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un bon design system n'existe pas sans bonne charte graphique, tout bonnement, puisque les fondements du design system, c'est la charte graphique. Pour la faire rapido, ton design system, aujourd'hui, la plupart des gens utilisent l'approche atomique pour le faire, avec des petits éléments imbriqués dans des plus gros, etc. etc. Et en fait, les atomes, donc les plus petits éléments de ton design system, vont être définis par ta charte graphique. Ça va être les couleurs, ça va être les fonds, ça va être le style de tes boutons, ça va être le logo. Et donc, du coup, toute cette partie-là, c'est la charte graphique et auquel tu vas ajouter des choses supplémentaires ensuite. Dans un design system, tu vas ajouter après des composants qui vont être ce qu'on appelle des molécules, qui sont donc des assemblages d'autres éléments graphiques. Et ces composants vont donner des templates, des pages web, des pages mobiles. Mais si ces composants initialement sont mal foutus, pas cohérents, vieillots même, on peut dire, ou des choses comme ça, il y a peu de chances qu'à la fin, ton appli, ton produit rende bien. Donc les deux sont imbriqués. Je dirais que la charte graphique est la partie fondamentale de départ de ton design system. C'est inclus dans le design system. Pas mieux. Ouais, effectivement, c'est une partie même du design system. Après, le design system en lui-même, quand il vit, effectivement, c'est beaucoup de composants, donc t'es plus trop dans une démarche de déclinaison de charte, mais plus d'utilisation d'automatisation un peu des éléments. Donc du coup, c'est un peu lié parce que tu as des éléments transverses, quoi, mais je pense que très rapidement, après, ça devient un univers un peu différent. Mais je pense que, toi, en ce moment, on en parle avec notre brand manager, justement, de comment, en fait, diffuser la charte, comment, etc. Et le design system, du coup, je parlais tout à l'heure de Shopify, mais ça peut être Airbnb. Puis, tu as fait un talk il n'y a pas très longtemps, il me semble, sur le design system, donc tu dois bien connaître le benchmark design system. Et il y en a plein, en fait, qui sont assez fournis et où dedans, tu as toujours une part un peu charte, un peu. Et moi, je pense que c'est un peu comme ça que ça doit évoluer, quoi. Tout en sectorisant une navigation dans ton design system qui, du coup, peut-être que dans 5 ans, s'appellera plus design system, pareil, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un système pour le moment maintenant, mais rien ne t'empêche de créer une partie plus identitaire et du coup, ce serait l'alibi de faire la promotion de ta marque et de rendre du coup au grand public, visible au grand public, ton design system avec une partie plus identitaire, par exemple. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. Après, peut-être que certaines marques préfèrent avoir un truc très technique, on va dire, dans le design system et moins corrélé avec l'identité. Mais je pense qu'après, fatalement, tu es proche de l'identité, quoi. Donc, dans le design system, tu as forcément à un moment des choses C'est une identitaires. super Quoi. transition avec le point que j'allais ajouter, effectivement, qui est que le design system aujourd'hui, c'est une véritable opportunité pour des teams un peu plus grosses qui commencent à structurer. Donc, comme chez nous, on a product design et brand design. Et en fait, le design system, c'est le lien qui va se faire entre ces deux équipes-là. Puisque concrètement, c'est déjà l'outil qui fait le lien entre les éléments de brand design, comment ils sont déclinés au sein du produit. Et en fait, derrière, tu peux construire tout autour tes relations d'équipe autour de ça. C'est là où ça devient super intéressant et c'est là où ça devient aussi quelque chose de bénéfique pour la marque puisque ton produit doit être corrélé à ta marque doit être dans ton produit doit être dans ta marque. Les deux sont souvent indissociables parce qu'il y a d'autres entreprises qui ont d'autres stratégies. Donc le design system en ça, c'est un outil qui est super bien aussi pour animer la vie d'équipe de designers. Aussi, on avait fait un meet-up le mois dernier chez Zenly. Donc, si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur le design system, tu pourras regarder la vidéo. Du coup, Loïc, Seb, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ça vous sera utile. Et on peut continuer les discussions autour de pizza et de bière. Merci beaucoup. Merci. Éventuellement, j'avais juste un petit message. J'en profite, c'est un peu l'opportunisme. On recherche du coup un DA chez nous. C'est vrai ? Non, nous, des product designers, on en veut plein. Bon, ça va, du coup, c'est pas la même chose. On cherche un DA, voilà, donc vous avez mon nom, mon prénom. Si jamais vous connaissez quelqu'un, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou alors loic@malt.com. Voilà, merci à tous, très bonne soirée. Merci d'être venus.
les gars.